Bonsoir à vous tous. Nous sommes donc le jeudi 14 juillet 2022. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau numéro de votre émission Angle Mort. Nous allons parler aujourd'hui de plusieurs sujets, notamment des exportations hors hydrocarbures. Nous avons des chiffres et des données à vous fournir aujourd'hui. Nous allons parler également des déboires des entreprises espagnoles qui continuent en Algérie. De plus en plus, on voit des contrats annulés avec les entreprises espagnoles. Nous allons parler également d'Algérie Télécom, de sa filiale en Espagne. Mais nous allons commencer par le 14 juillet en France, qui est une fête, c'est leur fête d'indépendance. Nous allons discuter avec mes chers invités. Comme d'habitude, Yassine Merzouki, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là en ce 14 juillet, Yassine Merzouki. Tarek Hafid. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Merci. Et félicitations pour la nouvelle coupe. Ça vous va, ça va? Non, non, du tout. Ça va pas du tout. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but de c'est plaire. pratique, plus qu'autre chose. Ouais, surtout en été. Merci d'être là. Mais avant de développer ces sujets, aujourd'hui, la présidence de la République a nommé un nouveau ministre des Finances, Yassine Merzouki. C'est en la personne, Yassine Merzouki, Jamaldine Ksass. Oui, il occupait le poste de secrétaire général du ministère. On dit beaucoup de choses de lui. Ah oui. Il est apparemment très efficace. Il est jeune. Il est né en 54. Le 11 novembre, exactement. D'accord. Tarek Hafid? Oui, c'est l'âge qu'ont maintenant à peu près la génération de ministres et de hauts responsables depuis une dizaine d'années à peu près. Donc, oui. Il occupait le poste de secrétaire général du ministère et même intérimaire après le limogeage de Rawia. Oui, c'est ça. C'est ça. Depuis le départ de Rawia, c'est lui qui assure l'intérim. D'accord. Donc il n'y aura pas de remaniement, Yassine Merzouki, apparemment. Oui, je pense que le remaniement va être retardé. On ne sait pas aucune idée sur ça. D'accord. Tarek Hafid, on attendait un remaniement. Beaucoup on parlait... Depuis quelques jours, on en parle beaucoup. On en avait parlé avant en disant que ça se ferait avant le 5 juillet. Et puis après, non, on va laisser les célébrations, la célébration, donc toute la série de cérémonies. Après Jaled, après... voilà, donc visiblement, déjà on a un nouveau ministre des Finances, donc ça veut dire que le gouvernement est au complet, ce qui est quand même important. C'est un poste très important, le poste de ministre des Finances, surtout en cette période. Surtout maintenant, il ne faut pas oublier que cette période, c'est la période de préparation à la prochaine loi de finances, donc 2023. Et possible aussi... Il n'y aura pas une LFC? Voilà. La loi de finances complémentaire. Oui, la loi de finances complémentaire, c'est vrai. Mais la loi de finances complémentaire... ça se prépare généralement à partir de mai-juin. Exactement. Mais là, maintenant, c'est le moment où le ministère des Finances est en train de récupérer toutes les données de tous les différents départements pour élaborer la nouvelle loi de finances qui sera donc présentée au mois d'octobre devant les deux chambres du Parlement. Et le processus se termine par la signature par le président de la République le 31 décembre au plus tard pour une application à partir du 1er juillet. Mais la période est très importante et le poste de ministre des Finances, c'est un poste très important, déterminant même. Donc il est chargé d'assurer l'intérim au ministère des Finances, Brahim Jamal Ksaali. Donc Brahim Jamal Ksaali, également secrétaire général du même ministère, a été nommé donc ce jeudi aujourd'hui par le président de la République au poste de ministre des Finances, Yassine Merzouki. On passera donc au 14 juillet 2022. Donc c'est la fête nationale en France. Le président français Emmanuel Macron a fait une déclaration dans laquelle il revient sur la guerre en Ukraine. Il a parlé de la guerre hybride et surtout il a dit que possible l'Algérie pourrait être d'un apport considérable dans cette guerre hybride. Ils sont sur la défensive, les Européens. Comme
Poutine, chaque fois, utilise cette arme du gaz et du pétrole comme moyen de pression sur les Européens. Donc, c'est un peu ça. Il y a une étude de Goldman Sachs qui dit que si la Russie réduit de 3 millions de barils jour, le prix du baril va augmenter jusqu'à $180. Et s'il réduit à 5 millions de barils jour, le prix du pétrole va atteindre $380 le baril. Ça veut dire l'effondrement du monde. Aucune économie ne peut supporter une telle charge. Ce sera vraiment la ruine de certains pays. Donc, il est conscient, le dirigeant russe, il est conscient de l'importance du gaz en ce moment même. Donc la France, comme tous les pays d'Europe, ils vont se tourner vers Qatar, qui a des ressources de liquéfaction assez limitées. Bon, il a beaucoup de quantité de gaz, mais il est limité dans les capacités de liquéfaction. Il y a aussi la Norvège, mais qui est en déclin. Il y a aussi le gaz de la mer du Nord, mais aussi en déclin. Donc l'Algérie reste une option importante aux yeux des Européens. C'est pour ça que tous les Européens maintenant ils comptent sur l'Algérie, mais aussi l'Algérie, on produit pratiquement quelque chose comme 95-100 milliards de mètres cubes, on en consomme une quarantaine. Donc il reste 60 milliards à exporter. Donc ça ne va pas remplacer les 150 milliards de la Russie. Emmanuel Macron, donc, dans une interview aujourd'hui, a déclaré que la Russie envoie un message clair. Elle utilisera le gaz comme un élément de cette guerre. Nous sommes dans une guerre hybride, dit Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier que la guerre hybride, les premiers à avoir engagé justement cette guerre hybride, ce sont les Européens et les Occidentaux à travers les sanctions économiques. Finalement, ces sanctions se sont retournées contre eux. Alors, je suis en train de lire un commentaire tout à l'heure, justement, quand il y a eu cette déclaration. Il semble aussi que les 10 jours de maintenance de ce gazoduc sont dus aussi à une pompe, donc un élément que certains pays ne veulent pas livrer. Non, la pompe se trouve, la turbine se trouve au Canada. Voilà. Et les Allemands sont en train de faire énormément de pression sur les Canadiens pour livrer cette turbine qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce gazoduc. Mais, juste pour continuer, oui, guerre hybride, les Occidentaux, surtout les Européens, puisque c'est eux qui sont bloqués, qui sont dans une situation très, très complexe, en train de dénoncer. Mais ça a commencé, c'est un processus qui a commencé aussi par un train de sanctions très, très important imposé à la Russie. À la Russie. Ce qui nous intéresse, Tarek Hafir, c'est cette phrase. La France, grâce à son modèle énergétique, est peu dépendante du gaz russe, mais nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs, dit-il. Nous sécurisons des apports, notamment de la Norvège, du Qatar, de l'Algérie et des États-Unis. On l'a vu la semaine dernière, il y a eu signature d'un contrat entre Engie, donc l'opérateur de gaz, le principal opérateur français en termes de gaz naturel, qui a renforcé ses capacités d'importation avec l'Algérie. Ça a été signé la semaine dernière. Alors il semblerait que ça s'est fait à travers donc, le gazoduc qui relie l'Algérie à l'Espagne, mais je pense qu'il y a aussi une quantité qui va partir en France, en GNL. En GNL, oui. Plus de détails, Yassine, sur cet accord? Bon, Engie, c'est un client traditionnel de l'Algérie. Sauf que dans chaque contrat, il y a un plafond, il y a un parquet. Donc, il fixe les quantités maximum, les quantités minimales. Et quand
le prix du baril est assez élevé, le gaz algérien n'est plus intéressant pour les Européens. Parce que le gaz algérien, il est toujours indexé sur le prix du pétrole. D'accord. Alors que le gaz qatari ou norvégien, c'est au marché spot. C'est chaque jour, il est coté en bourse et généralement, il se retrouve plus bas en termes de prix par rapport au gaz algérien. Et pourquoi la France viendra chercher le gaz en Algérie, pas au Qatar? La proximité. La proximité et aussi... Puisqu'il est plus cher alors, aussi, le gaz algérien. Oui, en ce moment, il est plus cher Que le Qatar et le russe même. Tout le monde. Parce qu'il est indexé sur un baril qui est à 110. Bon, ça fait hier, avant-hier, il est passé en dessous de $100, mais 99, quelques miettes. Donc, c'est pas intéressant le gaz algérien. Pour eux. Pour eux. En termes de prix, c'est pas intéressant. Mais le Qatar ou bien d'autres pays ont des capacités très limitées. Il y a que comme je le dis souvent, l'Europe est connectée à travers 3 gazoducs. La Russie, enfin qui en dispose de 2, le Kazakhstan et l'Algérie. Bon, l'Italie est reliée à la Libye, mais c'est pour la consommation italienne. C'est pas destiné à toute l'Europe. Donc, l'Algérie reste un fournisseur fiable, mais elle ne peut pas remplacer le gaz russe. Impossible de En termes de quantité, c'est impossible. En termes de quantité de production et en termes de transport aussi. Pour les deux. Puisqu'il y a le gazoduc, donc pas de transport. Donc l'Algérie et la France resteront toujours liés. C'est une question. C'est un business. Bien sûr, c'est un business. C'est un business, donc... Donc, d'où peut-être l'annonce de la visite du président Macron en Algérie dans les prochains jours. Possible, oui. Ça reste une visite quand même historique. Sûrement, pourquoi historique? Dans ce contexte. Sûrement, il y aura des négociations, il y aura des contrats, il y aura... Je ne sais pas pourquoi c'est historique quand il s'agit de la France. Oui, qu'on le veuille ou pas, la France reste spéciale pour les Algériens et l'Algérie. Quand même. On a un passé commun, 132 ans, on a beaucoup d'Algériens en France. Un président français qui vient en Algérie, c'est une visite importante, aussi importante qu'un président russe, ou on a vu aussi... Mais pourquoi cette particularité toujours entre l'Algérie et la France? On ne peut pas le nier, Yassine Mazouk. C'est le 132 سنة. Il ne faut pas oublier. Donc, d'ailleurs, nous n'avons pas remboursé la dette avant le débarquement de 1930. Ouais. La du dette, blé. Oui, la dette du blé n'a jamais été remboursée. Et puis, coloniser un peuple et le massacrer de telle façon, on ne peut pas oublier. Donc on ne peut pas dire que c'est historique. Donc ils n'ont pas demandé pardon au peuple. On ne peut pas pardonner de notre côté. C'est le premier président français qui a déclaré quand même, qui a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Donc, oui, mais il est revenu en disant surtout pas. Hadara a été faite par les Berbères et par tous les Algériens avant même l'arrivée des Français, Yassine Mazougui. On ira juste à côté de la France, en Espagne, et apparemment les déboires des entreprises espagnoles continuent en Algérie. Il y a du nouveau, Yassine Mazougui, sur le dessalement d'eau de Foucault. Non, vous restez d'abord sur le gaz et le business. Hier, mercredi, l'Espagne a cessé d'approvisionner le Maroc en gaz. Donc ça a duré quelques jours finalement. On ne sait pas si ça va se poursuivre ou non. De toute façon, il y a une pénurie de gaz. S'il y a cette pénurie qui va durer, avec la solidarité intereuropéenne, je crois que les Marocains vont payer la facture.
Ils n'ont pas de stock en plus. Non, pas de Non, stock. ils n'ont pas de, Peu de ils n'ont pas stock. moyens de stock. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de créer des capacités de Oui. stockage, puisqu'ils puisaient directement sur le gazoduc algérien. Vous avez un fournisseur fiable, Et régulier. régulier, Et rendu direct. pratiquement pas cher parce qu'ils ils ont quand même une certaine quantité qui leur revient de droit pour le droit de Et passage. puis, Voilà. il y a les stations flottantes de regazéification. Quand on a arrêté le gazoduc qui passe par le Maroc, il y avait 6 stations disponibles. Maintenant, l'Allemagne a réquisitionné toutes les stations Toutes les stations. en prévision d'un arrêt du gazoduc russe. Voilà. Donc, le Maroc est vraiment en danger maintenant. Et ils sont en train de payer la facture de leur politique. الحطب. Même pas. Parce que l'ahtab, il faut pas croire que le gaz sert uniquement au chauffage. Le gaz sert à l'économie, donc à l'industrie. C'est ça qui est important, à l'électricité. Quand on a des projets comme le Maroc qui a lancé de grands projets industriels, notamment dans l'automobile, même dans certains domaines de pointe, hein, ils ont fait des choix. Mais ces choix ont été calculés sur la base du gaz algérien. Et finalement, ils se sont tirés une balle dans le pied. Tout est remis en cause donc dans Bien leur sûr que économie. tout est remis en cause. L'économie espagnole, pareil, l'économie italienne, idem, et l'économie allemande aussi, dépend avant tout de l'énergie. Et l'énergie, L'Allemagne est revenue au charbon. Voilà. Eux ont la capacité, ils ont gardé leur centrale à charbon, et ils ont cette capacité de revenir au charbon. Le Maroc ne dispose pas de tout ça. Donc, pour revenir aux entreprises Espagnoles, espagnoles, donc les sanctions continuent. On apprend maintenant que dans le lot des 5 stations de dessalement d'eau de mer, il y avait une station qui avait attribué à une entreprise espagnole. Sa réalisation. Sa réalisation, je crois, pour 1,4 milliard. $. Oui. Tout de même, hein, c'est important. Oui, c'est 300 000 mètres cubes jour. C'est important quand même. Donc, ils ont annulé le contrat et maintenant c'est Considère Canalisation qui va réaliser cette station. Il y a aussi beaucoup d'entreprises espagnoles qui sont vraiment dans la tourmente. Ils ne savent plus où se donner de la tête, la matière première. Et donc tout ça, c'est la guerre hybride, elle est politico-économique, différente de la Russie qui est militaro-économique. Maintenant, c'est politico-économique. C'est une vraie guerre qu'on mène aux Espagnols pour les amener à réfléchir 2 fois avant de s'attaquer aux intérêts de l'Algérie. C'est une démonstration de force de l'Algérie quand même. C'est une démonstration des capacités Annuler un contrat d'1,4 milliard à gérer ses intérêts. Oui, c'est important, bien sûr. Après, il y a des moyens de recours hein, pour les Espagnols. Ils peuvent aller vers l'arbitrage. Il y a différentes façons de pouvoir... si eux considèrent qu'effectivement, ils ont été lésés, il y a des recours. Mais le plus important, c'est ça qu'il faut surtout pas oublier, c'est que tout est lié à une décision du chef du gouvernement espagnol, Sanchez. Sanchez. Carrément. Ça ne tient qu'à un fil finalement. Ça tient qu'à ça. Sanchez a décidé de lier son destin politique et économique d'abord de l'Espagne. politique, lui, même personnel, puisqu'il semblerait qu'il y a des affaires personnelles dans cette histoire, au Maroc. Sauf que le Maroc, en réalité, sur le plan économique, ne peut réellement rien apporter d'important à un pays comme l'Espagne, puisqu'il ne fournit pas de gaz. On est en train de voir un peu tous les gros contrats sur le plan
infrastructures économiques et tout. C'est avec l'Algérie, c'est pas avec le Maroc. Le Maroc n'a pas d'argent. Ni pour construire des centrales, ni pour construire des raffineries ou autres. Donc, les Espagnols ont tout intérêt à garder de bons rapports sur le plan économique avec l'Algérie plutôt qu'avec le Maroc. Simplement, le Maroc a des leviers que l'Algérie n'a pas pour faire pression. Donc, notamment sur l'immigration. Il y a l'immigration, il y a la drogue, et il y a aussi cette connaissance de la vie personnelle de l'élite politique espagnole que l'Algérie, à la limite, peut-être que n'est pas vraiment intéressée par ça, mais toutes les personnalités espagnoles ont des résidences au Maroc, et donc les Marocains, donc quand même, des dossiers, on va dire. C'est en tout cas ce qui semble être dans le cas de Sanchez. Oui, parce qu'il faut vraiment avoir une bonne raison pour compter sur le Maroc. Non, mais Puisqu'économiquement et politiquement, le Maroc ne présente pas vraiment une bonne option pour l'Espagne. oui, mais ça c'est personnel, c'est pas l'avis de tous les Espagnols. Il y a uniquement le chef du gouvernement qui a osé se rapprocher de cette façon avec les Marocains. Il est en train de payer le prix. C'est une équation très simple, à une seule inconnue. Ouais. Restons toujours en Espagne, Yassine Mazouli. On parle de l'opérateur historique de télécommunications, Algérie Télécom, qui a déjà ouvert une filiale en Espagne. C'était le 9 avril 2016. Oui. Et apparemment, il y a du nouveau. Oui, c'est une filiale Algérie Télécom Espagne. Son siège est à Valence. Donc elle est dirigée par des Algériens et elle ramène l'essentiel de l'Internet vers l'Algérie. C'est une entreprise algérienne de droit espagnol qui fonctionne selon la réglementation espagnole. Donc elle ramène d'énormes quantités d'Internet sur l'Algérie à travers le câble qui va vers Oran et qui bifurque ici vers Alger. Oui. Donc c'est un câble d'une capacité de 40 Tera quand même, c'est le plus gros. C'est le plus gros des câbles algériens. Et qui compte plus de 770 km. Voilà. C'est un câble sous-marin en fibre optique. Donc c'est important. Et Algérie Télécom, enfin, l'entreprise algérienne, il n'y a rien à craindre pour elle. C'est pas parce qu'on a rompu les relations économiques avec les Espagnols. Elle peut pas prendre la carte de la réciprocité, l'Espagne. Finalement, elle peut nous couper Internet carrément. Non, elle ne peut pas couper. Donc il n'y a rien à craindre. Les responsables algériens, ils ont pris leurs précautions. Il n'y a rien à craindre sur cette question de câble et de l'entreprise algérienne en Espagne. Et tu as écarté l'option de la réciprocité d'Al-Khafir, on n'a pas peur de ça, non? Je sais pas, sincèrement, je ne maîtrise pas. Mais là, l'entreprise est de droit espagnol, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Donc si on va vers ça, parce que c'est la seule entreprise algérienne à 100% qui est installée sur le sol espagnol. Il y a des prises de participation de Sonatrach dans des entreprises, il y a le Medgaz. Le Medgaz, oui. Mais c'est la seule entreprise, et comme je disais, il n'y a rien à craindre par rapport à cette entreprise. Elle va continuer à fonctionner le plus normalement du monde. Elle fait du bon travail finalement, Algérie Télécom. On la critique souvent pour ses prestations en Algérie, mais il y a une amélioration, il faut le dire. Oui. Alors, j'ai ramené hier les chiffres. On va en parler sur les chiffres, sur le trafic de la data de Algérie Télécom, de la consommation de l'Internet en Algérie, mais en deuxième partie. Al-Khafir, vous allez rester avec cette nouvelle coupe de cheveux, deuxième partie. Ça va pas pousser. Sauf si je mets une perruque. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. On revient dans un petit moment.